un peu comique, tragicomique, disons, et on verra à quel point la neutralité est impossible. Qu'il en ait conscience ou pas, chacun parle depuis un certain lieu psychologique qui lui est propre et qui est toujours associé d'une manière ou d'une autre, fût-ce par le rejet violent de ses origines, à son histoire familiale et personnelle. C'est ce que l'on entend dans la question qu'on posait autrefois, souvent, dans les groupuscules d'extrême gauche, c'est d'où parles-tu? Lorsque quelqu'un exprimait son avis, on lui demandait toujours, d'où parles-tu? C'est une expression, une vieille expression que j'aime beaucoup, que l'on posait évidemment dans le contexte de mai 68, d'avant et d'après mai 68, sur un mode souvent inquisitorial et mécaniquement réducteur, c'est-à-dire l'idée c'était qu'un fils de bourgeois ne pouvait que penser en bourgeois parce qu'il avait eu une éducation bourgeoise et sa conception du monde, sa conception des choses était emprisonnée dans un mode de réflexion et de compréhension et de pensée bourgeoise. C'est pour ça qu'on remettait en question le discours d'une telle personne en disant « d'où parles-tu » Mais elle a l'avantage, cette vieille question, de questionner d'emblée l'impossible neutralité de tout discours. Ça ne signifie pas que tout discours soit fatalement dicté en tout point par ses propres origines, ou par son histoire personnelle, par l'histoire personnelle de celui qui tient ce discours. Mais enfin, ces origines, elles y ont indéniablement une part. Et d'ailleurs, ce n'est pas à déplorer. Lorsque j'intitule cette séance « L'impossible neutralité », je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait qu'il y ait de la neutralité et de l'objectivité. Bien au contraire. Ce que je veux dire, ce que je vais essayer de démontrer aujourd'hui, c'est d'une part qu'il n'y a pas de neutralité, jamais, y compris quand on se réclame de la plus grande objectivité, et surtout que ce n'est pas important du tout. Ce n'est pas grave. Non seulement c'est pas grave, non seulement c'est impossible, mais même c'est désirable. D'impliquer dans sa pensée, et dans sa réflexion et dans sa méditation, ce que l'on est et d'où l'on vient. Car, selon moi, toute origine, pour peu qu'on remonte assez haut et assez loin en amont, est royale. Donc vous voyez, je reprends la question, la vieille question gauchiste, d'où parles-tu, et je lui donne une nouvelle forme, une nouvelle qualité, qui est où est ta source? Quelle est ta source et où est ta source? Cette origine symboliquement royale, je dis royale entre guillemets, c'est-à-dire noble, d'essence noble, de tout un chacun. Ça n'existe pas sur la planète un être humain qui n'est pas, s'il remonte assez haut et assez loin en amont, selon l'endroit où il est né, et l'ethnie dans laquelle il est né, la civilisation dans laquelle il est né, la culture dans laquelle il est né, et la famille dans laquelle il est né, qui n'est pas une origine proprement royale. Je l'ai nommé cette origine proprement noble, si vous voulez, de tout un chacun, dans un texte qui était paru en janvier dernier, nous sommes en juin, à la fin du mois de juin, c'était en janvier 2022, sur le site Lundi Matin, on reparlera tout à l'heure du site Lundi Matin, c'est ce que j'ai appelé la propre source de tout un chacun. Voilà, c'est ce que j'écrivais dans Lundi Matin, donc je vous le lis, puisque je n'ai pas de raison de le dire autrement aujourd'hui. Tous les maltraités du monde ne composent pas pour autant une famille. Tel est le point d'aveuglement de l'hypothèse communiste, qui en refait pourtant gâcher certains aujourd'hui. Les Ouïghours et les Azéris n'ont rien en commun, hormis ce qui les accable et veut les annihiler en les faisant rentrer dans le rang d'un monde en commun, celui précisément de la modernité génocidaire. C'est ce que les Juifs ashkénazes persécutés au siècle dernier ont appris à leurs dépens. Ils se sont vus abandonnés de presque tous, y compris des autres damnés de la terre, des prolétaires et des nantis, des chrétiens et des musulmans, des capitalistes et des communistes, des gouvernants et des révolutionnaires, des Européens de l'Ouest et de ceux de l'Est. Le sionisme trouve son origine dans cette amère déconvenue-là, cette découverte qu'on n'est jamais aussi bien asservi que par soi-même quand on se confond avec un autre. D'où l'appel sioniste fait aux Juifs de retourner à leurs sources spirituelles, historiques, géographiques, pour y trouver et y fonder un havre contre les persécutions. Ce que j'appelle la propre source. C'est précisément cela que la cybernétique ne cesse d'empoisonner,
La propre source, c'est ce que chaque femme et chaque homme au monde reçoit en héritage par sa naissance, avec son nom propre, c'est pas pour rien qu'on appelle un nom propre, sans l'avoir en commun avec qui que ce soit d'autre. Qui que vous soyez, vous êtes nés quelque part, de parents nés eux aussi quelque part. Ce quelque part n'est pas seulement un lieu géographique, ni une histoire familiale, c'est une langue, une provenance spirituelle, une sagesse ascendante. Que vous le sachiez ou pas, qui que vous soyez, votre origine est royale. La femme de ménage algérienne la plus démunie a sa propre source royale. L'ouvrier breton le plus harassé aussi. Le petit commerçant chinois endetté aussi, la prostituée albanaise aussi, comme l'Inuit alcoolisé, le Tibétain exilé, le Malais esclavagisé, le mendiant roumain, le Corse anachorète, le Juif haineux de soi, etc. Tout un chacun a toujours une propre source, c'est-à-dire une origine d'une grande noblesse et d'une haute noblesse, spirituelle. Alors j'avais oublié à l'époque, lorsque j'ai rédigé ce texte, sur la propre source, mais je me suis rappelé récemment un texte magnifique de Jean Genet, consacré précisément à la propre source, qui dit à peu près la même chose que moi. Il le dit autrement évidemment, mais j'aurais pu le citer à l'époque, et j'ai complètement oublié, donc je vous le cite maintenant. Il se trouve que c'était un passage tiré du Journal du voleur qui avait été cité par Philippe Solers. Donc je cite toujours mes sources, donc je rends hommage à Solers, qui me l'avait fait découvrir, j'avais pas lu Genet, dans un article du Monde consacré à Genet, et je l'ai retrouvé depuis dans le Pléiade de Genet, que j'ai acquis depuis, c'était il y a de nombreuses années, dans les romans de Genet, et je vous cite ce paragraphe pour que vous compreniez ce que signifie remonter à sa propre source pour se penser royalement, et dès lors libérer sa pensée de tout asservissement. C'est exactement ce que va expliquer maintenant Jean Genet dans ce texte. Vous savez que Genet était de père inconnu et de mère abandonnée et orphelin donc, par sa mère, donc il n'avait pas d'origine familiale connaissable à part son nom de famille. Voilà ce qu'il explique dans le Journal du voleur. Jean Genet donc. Je suis né à Paris le 19 décembre 1910. Pupille de l'assistance publique, il me fut impossible de connaître autre chose de mon état civil. Quand j'eus 21 ans, j'obtins un acte de naissance. Ma mère s'appelait Gabrielle Genet. Mon père reste inconnu. J'étais venu au monde au 22 de la rue d'Assas. Je saurais donc quelque chose de mon origine, me dis-je, et je me rendis rue d'Assas. Le 22 était occupé par la maternité. On refusa de me renseigner. Je fus élevé dans le Morvan par des paysans. Quand je rencontre, dans la lande, et singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Tiffauges, où vécut Gilles de Rais, des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde, et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi, peut-être la fée de ces fleurs. Elles me rendent au passage un hommage, s'inclinent sans s'incliner, mais me reconnaissent. Elles savent que je suis leur représentant vivant, mobile, agile, vainqueur du vent. Elles sont mon emblème naturel, mais j'ai des racines, par elles, dans ce sol de France nourri des os en poudre des enfants, des adolescents enfilés, massacrés, brûlés par Gilles de Rais. Par cette plante épineuse des Cévennes, c'est aux aventures criminelles de Vacher que je participe. Enfin par elle, dont je porte le nom, le monde végétal m'est familier. Je peux sans pitié considérer toutes les fleurs, elles sont de ma famille. Si par elles je rejoins aux domaines inférieurs, mais c'est aux fougères arborescentes et à leurs marécages, aux algues que je voudrais descendre, je m'éloigne encore des hommes. Vous voyez, c'est une grande beauté, et c'est extraordinaire, parce que d'une origine inconnue, il va faire une source royale, il le dit, liée à la nature, et liée à sa pensée de la nature, et à sa pensée de la dissociation d'avec les hommes, en passant par le crime, et par l'admiration du crime. Ça, c'est Genet, vous voyez, c'est exactement ça que j'appelle, moi, sa propre source. Pour peu qu'on soit non pas fier, parce qu'il est absurde d'être fier de ce que l'on n'a pas choisi. C'est ridicule de dire « je suis fier d'être français, je suis fier d'être juif, je suis fier d'être musulman ». On est né comme ça, on peut aimer ce que l'on est, mais en être fier, c'est ridicule en soi. Mais heureux donc de ces origines, la part qu'elles ont à une vraie pensée libre et nuancée, y compris la pensée la plus apparemment abstraite,
les mathématiques par exemple, est toujours souhaitable et ne peut qu'être bienfaisante. Donc vous voyez, j'insiste beaucoup et je prends mon temps pour vous expliquer, lorsque je parle d'impossible neutralité, chez moi, c'est pas du tout une contestation de la valeur de la subjectivité dans la pensée. En ce qui me concerne, moi par exemple, Stéphane Zaglanski, si je prends